Et alors, la deuxième partie de l'après-midi, l'idée c'est quand même de redescendre quand même sur les milieux de pratique, de venir écouter les questionnements que les échanges de la première partie de l'après-midi a générés chez les personnes de terrain. Et pour cela, on va commencer par un retour, on va dire, un retour de travail d'une commission éthique interassociative. J'en dis juste deux mots avant de laisser la parole à Christelle Duvernay, qui la préside. Le CODAS a ouvert sa commission éthique aux autres associations, à la PJJ, et d'ailleurs je remercie à ce titre-là Émilie Butin de régulièrement participer à ce temps de travail, à d'autres associations telles que l'association Beauregard qui est ici, l'association Sauvegarde aussi, et puis les établissements publics du département. Le choix de cette ouverture, c'est parce qu'on pense quand même que la question de l'éthique doit bien sûr dépasser les frontières de l'entre-soi, c'est une garantie. Et j'avais transmis l'avis du Conseil d'État à Christelle, et je lui ai dit, bah voilà, tu vas essayer de faire travailler les membres de cette commission sur cet avis-là. Ils ont eu une séance, elle va vous en parler, elle a été certainement insuffisante en temps, mais voilà, ça vous donne simplement quelques idées de ce qu'a pu produire ce groupe-là. Et puis dans la continuité de l'intervention de Christelle, peut-être on redonnera la parole à Monsieur Delarue, et puis il y aura deux retours de terrain. Un qui sera porté par Mathieu Bollereau, donc de l'association AJD Maurice Gounon sur Lyon, et puis l'autre par Anne-Marie Fauvet de la Gazef sur la Loire. Et puis on retournera après sur le dernier temps avec effectivement un temps qui sera plus centré sur les jeunes en voie, qui sont inscrits dans un processus de radicalisation, avec une présentation par la direction de la PJJ de l'Isère sur les RCL, et puis donc un témoignage de Stéphane Vial, qui est directeur du service de prévention spécialisé du CODAS, qui pilote aussi un service d'accompagnement pour les jeunes en voie de radicalisation sur les processus qui sont à l'œuvre et qu'il a repérés dans ce cadre-là. Christelle, excuse-moi, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, la commission éthique a été saisie par la direction du CODAS dernièrement pour traiter de la question de l'avis du Conseil d'État au point de vue éthique. Donc nous avons consacré une première séance de travail et bien évidemment, c'est loin d'être suffisant. C'est pour cette raison que nous allons de nouveau nous réunir au mois de juin. Mais nous pouvons déjà vous transmettre quelques idées qui ont émergé de notre premier temps de travail. Donc, nous nous sommes tous retrouvés pour nous dire que le terme de neutralité reste vraiment incomplet et que ce n'est qu'une partie et que ce n'est qu'une façon de considérer cette question. Et quand on parle de neutralité, nous ne parlons plus vraiment de laïcité. Or, il semble vraiment important de réaffirmer la laïcité. En effet, comme certains ont pu leur préciser, certains membres de cette commission, la laïcité est un instrument de paix civile avant tout. La laïcité n'interdit pas, elle permet la différence. Et il nous semble incontournable de veiller à ne pas tomber dans les clivages, dans les passions. Pour éviter les clivages, nous nous disions qu'il paraissait nécessaire, dans un cadre général, d'associer les personnes que nous accompagnons à la règle, à la démarche institutionnelle, à la dialectique. Et donc, très succinctement, l'important finalement demeure dans la prise en compte de l'altérité, dans la reconnaissance des personnes, dans leur droit à la différence, et donc de veiller à une neutralité bienveillante. Je vous remercie. Voilà cet avis, et ça nous semblait important aussi de faire traverser le point de vue éthique par rapport à la réflexion qu'on engage aujourd'hui. Je serais très intéressé de savoir s'il y a des réactions par rapport à ce qui vient d'être exprimé. Alors, il y a une administratrice, Joëlle de Scherf du CODAS, qui veut prendre la parole. Merci. Je suis choquée, je dirais même peut-être par le mot bienveillant. J'imagine que la neutralité a à être, et c'est tout. Et le mot bienveillant me gêne, me dérange. À ce stade, là, sur la question de l'éthique, Monsieur Delarue, vous souhaitez réagir ?
Merci de me redonner la parole. Est-ce que j'ai le droit de revenir un tout petit peu en arrière parce que je voudrais reprendre certaines réactions de tout à l'heure, mais je vais répondre à votre question. D'abord, je voudrais dire ma joie de constater que beaucoup de gens travaillent sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, j'avais envie de souhaiter bon vent aux 74 référents de la DPJJ qui fait, je sais bien, un excellent travail. Deuxièmement, je voudrais dire mon plein accord avec ce qui a été dit. La neutralité n'est pas l'ignorance. Et je vois mal comment aujourd'hui, dans des centres éducatifs, on ne tiendrait pas compte, par exemple, du fait que, nous disent tous les psychiatres, le confinement a provoqué un désastre psychique chez beaucoup d'adolescents, ou bien qu'on ne parle pas de la guerre en Ukraine, qui effraie beaucoup de jeunes aussi, pas que des jeunes d'ailleurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Troisièmement, je voudrais dire qu'à propos de la violence, il y a une violence des personnels qui existent. Je vais vous en prendre un exemple. Retour à la prison, mais l'espace d'un instant. Les surveillants, enfin le gradé décide, le chef de détention, décide de certaines fouilles systématiques de cellules. Il y en a tant par jour qui sont fouillées. Et dans ces fouilles complètes de cellules, il y a des objets religieux. Certains surveillants prennent un plaisir à piétiner ces objets. Pourquoi ? Parce qu'à un moment ou à un autre, le détenu les a ennuyés, leur a posé des problèmes. Bon. Pour moi, c'est doublement choquant. Premièrement, parce que l'agent public n'est pas celui qui se livre à des vengeances personnelles. Et deuxièmement, parce qu'en piétinant ces objets, il piétine la conviction de celui dont on fouille la cellule, qui n'est pas sur place, je le présume. Je précise, au moment où s'effectue la cellule. Et donc, il va retrouver tout ça dévasté. Je trouve que c'est typiquement ça, le comportement, à l'opposé de la neutralité dont nous parlons aujourd'hui. Deuxièmement, violence. Oui, la neutralité peut être une violence pour ceux des agents qui estiment que la contrainte dont nous avons parlé tout à l'heure, la contrainte faible à la liberté d'expression durant le service et seulement durant le service, estiment que cette contrainte-là est trop violente pour eux. Pour prendre un exemple, la personne à qui on demande d'enlever un voile, une kippa, tout ce que vous voudrez. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est violent. Moi, je crois que la question est alors de choix. Ou bien on préfère une société vivre de façon inséparable avec ses signes religieux, et dans ce cas-là, on ne s'engage pas dans le service public, ou bien on accepte, mais au nom de quelque chose qui est bien supérieur à la contrainte, je me permets d'y insister, c'est au nom de l'égalité que j'entends respecter entre tous les usagers que je vais avoir à traiter dans mon travail, parce que ce principe-là me paraît aussi important et même peut-être plus important que le fait d'avoir apporté un signe religieux durant mon service. Voilà. Donc il faut clairement la choisir. Et puis il y a la violence naturellement des enfants qui vous sont confiés. Alors là, moi je me réfugie pas derrière votre expérience, mais je pense qu'il faut traiter ça au cas par cas autant qu'il est possible. Mais je reviendrai peut-être un peu plus loin sur les usagers. Alors, sur la neutralité telle qu'elle vient d'être évoquée par le comité d'éthique qui s'est réuni, je voudrais dire deux choses. Il me semble qu'il y a deux choses dans la neutralité qui a été évoquée qui sont, à mon avis, bien à distinguer. Il y a la neutralité dont nous avons tous parlé tout à l'heure, qui est la neutralité de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, et qui consiste à dire je traite tout le monde de la même manière. Pour moi, bon. Cette neutralité-là, il ne faut pas la qualifier d'incomplète ou de je ne sais quoi. Elle est un élément
du comportement d'ensemble de l'agent public. Et l'agent public, il a par ailleurs à être en effet conforme au principe de laïcité, il a à être, comme l'a rappelé la présidente tout à l'heure, impartial, etc. Mais ces différents concepts ne sont pas antagonistes les uns des autres, n'est-ce pas? Il nous importe d'être des agents publics complets, hein, et pas partiels, ne pas choisir la neutralité contre l'impartialité ou contre l'objectivité, l'honnêteté, la probité. Non, on demande à l'agent public d'être tout cela à la fois. Donc la neutralité, en effet, ne qualifie pas à elle seule le comportement exemplaire de l'agent. Qu'est-ce que signifierait un agent neutre mais malhonnête? Bon, ça n'a pas de sens, naturellement. Et donc, il faut bien comprendre que la neutralité est un des éléments d'une conduite d'ensemble de l'agent public vis-à-vis des usagers. À ce titre-là, qu'elle soit bienveillante ne me gêne pas en particulier. Mais il me semble qu'il y a un autre sens du terme neutralité qui est propre à votre activité, qui est, moi, ce que j'appellerais la neutralité éducative. Vous êtes des communautés éducatives. Et l'éducation qui est donnée par vous dans ces centres d'hébergement, c'est une éducation, en effet, qui ne prend pas parti, ou qui prend parti, en tout cas, seulement sur la base de principes reconnus par tous, mais qui ne choisit pas entre tel ou tel camp pour savoir si la gauche a raison, la droite a tort, etc., etc. Ça n'est pas du tout son objet. L'éducation, et je crois que c'est le sens de la loi qu'on peut critiquer par ailleurs, moi j'en étais pas un turiféraire, hein, mais qui interdit le port de signes religieux à l'école, et pas à l'université, parce qu'à l'école, la première éducation doit être neutre. Bon. Mais ça n'est pas la neutralité, ça des agents publics, c'est un autre sens du mot neutralité, qui est la qualité qui s'attache à l'éducation que tous les enseignants, quels qu'ils soient, y compris chez vous, doivent respecter. Voilà ce que je voudrais dire simplement à l'issue de ces discussions passionnantes. Merci encore. Voilà. Est-ce qu'il y a des expressions dans la salle? Oui. Voilà, pour rebondir un peu sur donc les internats, donc je suis directrice au CODAS du pôle hébergement, donc ces questions-là, on y est confronté quotidiennement, j'ai envie de dire. Et je voulais sortir un peu des exemples sur la religion et en donner une qui m'est arrivée, et je vais parler de moi, pas plus tard que la semaine dernière. Donc une jeune fille qui est prise en charge depuis 6-7 ans dans un établissement. Donc les référents pour elle, ce sont les éducateurs, ce sont les gens qu'elle rencontre. Hein, donc c'est eux qui vont faire figure d'attachement et elle va grandir avec ces adultes-là. Elle vient et me dit, Madame, vous êtes pour ou contre l'avortement? Donc je savais qu'elle était, il y avait une IVG qui était envisagée pour elle. Donc je me dégage de la question et je lui explique que la loi le permet. Enfin voilà, je vous passe un peu tout le discours éducatif. J'ai quand même un peu d'expérience, donc je m'en suis pas trop mal sortie, me semble-t-il. Elle m'arrête net et elle me dit, je m'en fous de ce que vous me dites. Vous, madame, vous êtes pour ou contre? Voilà. Donc j'avais envie de témoigner de ça. Et comment on fait avec ça et comment on s'en débrouille, même si effectivement l'esprit de neutralité qui vient jusqu'à chez nous me rassure assez par rapport au personnel que j'embauche aujourd'hui, et je pense que ça peut être une façon de les aider à se positionner. Et en même temps, ça me questionne par rapport aux adolescents que l'on accueille et qui vivent dans nos institutions, qui grandissent. Hein, et on n'est pas à l'école, et leur famille, parfois, c'est nous. Alors, grand merci pour ce témoignage, parce qu'il nous permet, je pense, d'appréhender de notre place de professionnels de l'accompagnement, de la relation sur le terrain, comment les choses vont se présenter à nous. C'est justement ces situations particulières qui nous mettent en complexité, qu'il nous faut attraper pour essayer de les comprendre, les travailler collectivement, avec plusieurs regards, je pense. C'est l'objet de la commission, hein, de façon à essayer de construire, d'inventer une posture qui permette justement d'amener le meilleur accompagnement possible et la réponse à cette adolescente.